Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Monsieur Raffarin, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes également sénateur républicain de la Vienne et au Sénat, vous présidez la Commission des Affaires étrangères. Et puis par ailleurs, vous avez déclaré votre soutien à Alain Juppé en vue des primaires de la droite et du centre. Nous avons une actualité très riche avec le recul du gouvernement sur la déchéance, sur la convocation du Congrès, les manifestations sur la loi travail et bien d'autres sujets aujourd'hui. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Laurent de Boissieu pour La Croix. Bonjour. Par Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Romain Masneau pour RCF. Bonjour. Voilà, c'est Laurent de Boissieu qui vous pose la première question. François Hollande a renoncé à sa révision constitutionnelle qui avait été annoncée après les attentats du 13 novembre. Au-delà du fond, est-ce que ce n'est pas une image un peu désastreuse alors que l'opinion publique attendait peut-être un moment d'union nationale de la part du Parlement ? Jean-Pierre Raffarin. Oui, c'est assez désolant. Je reconnais que quand le pouvoir comme ça est finalement en situation d'impasse, c'est l'impuissance de la politique qui apparaît. Et donc, c'est profondément regrettable. Alors, on peut chercher les responsabilités. Je crois qu'il ne fallait pas s'engager dans cette manœuvre-là. Au fond, le 16 novembre, nous sommes rassemblés au Congrès. Nous nous levons pour applaudir le président. Nous le faisons avec émotion, mais on le fait aussi avec responsabilité. Juste une précision, vous avez applaudi le président ou les mesures annoncées par le président à ce moment-là, ou bien avez-vous été surpris par ces mesures ? On a été un peu surpris, mais globalement, on était dans un moment où il fallait vraiment montrer à la face du monde que la France n'avait pas peur, qu'elle était rassemblée et que le Parlement était derrière l'exécutif. Et donc on voulait vraiment affirmer l'unité nationale. Et je veux toujours affirmer l'unité nationale et ça me paraît nécessaire. Et je pense que le président et ses équipes ont eu le tort de vouloir entrer dans une négociation avec le groupe socialiste à l'Assemblée nationale et entrer dans un processus qui est devenu politicien, alors qu'au départ, c'était un geste pur. Et donc, il fallait vraiment mettre aux voix ce que le président avait dit et le faire très rapidement après. C'est ce que le président avait dit à Versailles qui nous liait. Et c'était pour ça, d'ailleurs, que le Sénat a voté ce texte. Mais sur le fond des choses, je trouve ça assez désolant. Ça ne sert à rien de chercher des responsabilités. C'est l'impuissance de la politique qui apparaît et ça ajoute naturellement à tout le désarroi des Français qui voient que l'impuissance est là quand on parle de chômage, que l'impuissance est là quand on parle de déchéance de nationalité et que l'impuissance se répand partout. Et tout ça, ça peut servir le Front National. C'est pour ça vraiment que je trouve que cette manœuvre est coupable. Romain Masneau, RCF. Est-ce que vous êtes favorable à la prison à perpétuité réelle telle que l'a proposée Nathalie Kosciusko-Morizet ? Oui, Raffarin. oui, nous l'avons voté hier au Sénat. C'est plutôt une belle orientation et quelque chose qui me paraît raisonnable, que la justice exécute les condamnations qu'elle décide. Donc l'idée qu'on va annoncer une condamnation et pas l'exécuter, je trouve que ce n'était pas vraiment une question de fermeté de la justice. La justice doit exiger que ce qu'elle dit soit exécuté. Donc je suis plutôt favorable à cela. Mais sur le fond des choses, je vais vous dire très franchement, je pense qu'il ne faut pas créer trop de débats périphériques à l'essentiel. La déchéance de nationalité, la perpétuité réelle, tout ça sont des choses qui existent et qui sont importantes, mais qui sont quand même à la périphérie de l'essentiel. Alors le cœur pour vous ? Le cœur, c'est la sécurité, les moyens donnés aux renseignements, les moyens donnés aux forces de police, la conscience de la sécurité. Si on est en guerre, comme le dit le gouvernement, qu'est-ce que ça veut dire sur le comportement des uns et des autres ? Et puis d'autre part, sécurité, mais aussi lutte contre le chômage. Et là, c'est vraiment le sujet de cohésion nationale. Sur le renseignement, vous êtes aussi président de la délégation parlementaire du renseignement et vous avez proposé la création d'un corps d'inspection pour évaluer le travail des renseignements. C'est vraiment une lacune aujourd'hui. Je pense que c'est une lacune parce que nous avons créé au Parlement, avec naturellement en suivant l'exécutif, ce qui montre d'ailleurs que sur ce sujet, l'esprit du Congrès de Versailles, nous y avons été fidèles, puisque moi j'ai voté la loi du gouvernement sur le renseignement. Donc l'opposition a voté, comme on a voté les crédits pour l'armée. Donc je pense vraiment qu'on est capable de surpasser des clivages politiques quand il s'agit de l'essentiel. Et donc là, sur l'essentiel, et en matière de renseignement,
en effet, il était nécessaire d'améliorer et de défendre les moyens de nos services. Donc nous l'avons fait et c'est la preuve que sur ce type de politique, on est capable de créer l'unité nationale. Et on l'a fait vraiment de manière significative. Alors il y a encore beaucoup de choses qui sont à faire, mais je pense qu'il faut développer nos moyens de renseignement. Et je note d'ailleurs qu'il y a quelques succès qui sont aujourd'hui menés. On ne peut pas vraiment parler de ces sujets. D'abord, à la Commission, nous sommes tenus par le secret défense. Mais je peux vous dire quand même que nos services, globalement, travaillent bien. C'est-à-dire que la menace est toujours très réelle. La menace est réelle. Cela, vous le savez, vous le confirmez. La menace est réelle. Mais que les services font leur travail en ce moment, les services... d'après vos informations. Les services font un travail très difficile, mais les services français sont, je crois, de très bon niveau. Et franchement, c'est très difficile. À partir du moment où quelqu'un accepte de se faire tuer au moment où il tue, il est très difficile d'arrêter un kamikaze. Par définition, c'est quelque chose de tellement peu rationnel que c'est assez imprévisible. Mais je pense que nos services ont aujourd'hui beaucoup d'informations. Ils travaillent vraiment et sur le terrain national et à l'extérieur de manière significative. Alors il faut continuer à les soutenir et à améliorer leurs moyens et à améliorer leurs techniques aussi. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Toujours en matière de sécurité, un ministre a récemment parlé de centaines de Molenbeek en France. Il a eu raison ou il a exagéré selon vous ? Jean-Pierre Raffarin. Je pense que le ministre, qui est en plus le ministre de la Ville... Ministre de la Ville, oui. On en a marre des gens qui déclarent et qui n'agissent pas. Il ne faudrait pas qu'en permanence, le discours remplace l'action. Donc aujourd'hui, parler, ce serait agir. Dénoncer, c'est déjà faire. Non, dénoncer, c'est pas faire. Donc on attend d'autre chose d'un ministre qu'il dénonce. Et on attend autre chose d'un ministre qu'il annonce. On attend d'un ministre qu'il agisse. Qu'est-ce qu'il fait pour les quartiers ? Moi, je ne crois pas qu'on ait une situation de cette nature. Je crois qu'il faut distinguer les zones potentiellement à risque et puis les zones dans lesquelles le terrorisme est déjà organisé, je dirais, en plateforme opérationnelle. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce que la plateforme opérationnelle, comme c'était à Molenbeek, il y a des réseaux, il y a des structures, il y a des moyens, et tout ça est organisé et coordonné. Donc là, nous sommes sur des plateformes organisées. Et donc ça, il y en a sans doute en France, il y en a qui sont déjà repérés, il y a un certain nombre de choses. Mais on ne peut pas dire que dans chacun des quartiers menaçants, il y ait ces plateformes. En revanche, qu'il y ait un potentiel, parce qu'il y a du trafic de drogue, parce qu'il y a des exclus, parce que tout cela, à un moment ou à un autre, peuvent être utilisés pour aller à l'action terroriste. Donc il y a des menaces. Mais je crois que le ministre a été imprécis et qu'il faut distinguer la menace potentielle de la menace organisée. Laurent de Boissieu, La Croix. Faut-il distinguer ou faire un lien entre l'islam fondamentaliste, qui n'est pas forcément terroriste, mais le salafisme, pour parler clairement, et le terrorisme? Faut-il les distinguer ou faut-il faire un lien entre les deux? Jean-Pierre Raffarin. Je crois qu'il faut clairement mesurer qu'il y a chez les salafistes un certain nombre de gens qui sont dans une logique d'utilisation de la religion pour une idéologie de déconstruction. Je crois que nous avons affaire à une idéologie de déconstruction qui touche à toute la société de type occidental. Il s'agit de déconstruire et que cette idéologie n'a pas la religion comme objectif, mais la religion comme moyen. L'objectif, c'est la déconstruction. Donc ça, ce sont des adversaires qui sont relativement identifiés et il faut naturellement essayer de combattre leur prosélytisme. De ce point de vue-là, on a besoin des musulmans républicains. On a besoin d'une parole qui est une parole religieuse, qui est une parole responsable et qui n'est pas une parole radicalisée ni extrémiste. Et donc ça, je crois qu'on a besoin vraiment que les musulmans puissent s'exprimer, que ceux qui sont attachés aux valeurs de la République, ceux qui aiment la France, ceux qui ont un certain nombre de choses à défendre, puissent prendre la parole et expliquer. Qu'attendez-vous d'eux, Laurent de Boissieu? J'attends d'eux que ce qu'on a vu dans certaines circonstances. Après le 13 novembre, il y a eu des lectures communes, il y a eu des manifestations, des prises de parole. Ils l'ont fait, je dirais, de manière plus significative au lendemain du 13 novembre. C'est pas encore suffisant. Mais je crois que ce n'est pas encore suffisant. Ouais. Moi, si vous voulez, j'ai une vision de la laïcité qui est une vision, naturellement, de nature positive. Et donc, je ne suis pas hostile, par principe, à la religion. Je ne sens pas la religion menaçante quand la religion ne défend pas un projet politique.
Si la religion défend un projet politique, à ce moment-là, on heurte la tradition française de la laïcité. Donc ce que je souhaite, c'est que les musulmans qui sont républicains, c'est-à-dire qu'ils ont leur foi, qu'ils assument leur foi, qu'ils exercent leur foi, mais qu'ils doivent reconnaître que la République s'impose quand il s'agit de définir un projet politique. Or, on voit bien qu'il y a l'utilisation aujourd'hui de la religion pour un projet politique. Et ce projet, c'est un projet menaçant, qui est un projet de déconstruction, comme l'ont été sur certains domaines. Je pense aux Brigades Rouges, je pense à ça. C'est pas un phénomène, la déconstruction, qui est tout à fait nouveau, mais c'est un phénomène aujourd'hui qui utilise une certaine forme de radicalisation de la religion pour atteindre un objectif idéologique. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Concrètement, est-ce que le gouvernement devrait prendre d'autres mesures encore plus pointues contre ces foyers de salafistes ou cette radicalisation? Est-ce qu'il y a encore d'autres mesures à prendre? Je pense qu'il y a des choses qui sont à faire, mais je pense qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont faites, et je pense qu'il faut garder une certaine confidentialité. Parce que là, nous sommes en guerre, et l'ennemi n'a pas à connaître exactement tout ce qu'on prépare contre lui. Et de ce point de vue-là, je pense que nous sommes organisés, nos services sont organisés, et qu'il y a quand même un certain nombre de gens aujourd'hui qui sentent les pressions de la France sur leur propre parcours. Et donc, je crois qu'il faut aussi qu'on sache que la France, elle n'a pas tous les moyens qu'il faudrait peut-être pour agir, mais elle est déterminée. Elle prépare un certain nombre d'actions qui sont des actions assez fortes, et qu'il y a aujourd'hui une stratégie antiterroriste qui se déploie avec une certaine fermeté. Sur ce plan-là, vous soutenez le gouvernement, Jean-Pierre Raffarin? Absolument, je soutiens les efforts, et que quand j'ai des choses à dire, je le dis au gouvernement. Mais c'est pour ça que l'affaire de la déchéance est désolante, parce qu'elle montre une division, alors que sur le fond des choses, on est prêt à être unis. Qu'il n'y a aucune difficulté à voter le texte renseignement et à travailler avec Manuel Valls sur ces sujets-là, et Bernard Cazeneuve et les autres. Et Jean-Jacques Urvoas, qui connaît très bien ces questions, est quelqu'un de profondément respectable et qui est un grand spécialiste du renseignement. Donc on a beaucoup travaillé ensemble. Donc là, je ne vois pas de difficulté. Et si j'ai des choses à dire, je le dirai à des alliés que sont les ministres, et je ne dirais certainement pas à des adversaires qui sont les terroristes. Mais au-delà je peux reprendre la question de mon confrère, au-delà de la question du terrorisme sur l'islam radical, parce qu'il y a des choses à faire de votre propre parti, les Républicains. Certaines personnes proposent par exemple que les prêches soient obligatoirement en français, proposent que les sorties scolaires d'établissements publics ne puissent pas, les femmes qui accompagnent ne puissent pas être voilées. Il y a des propositions qui ont émergé. Jusqu'où vous allez sur ce terrain-là? Jean-Pierre Raffarin. Très franchement, je vais au-delà d'où je suis allé quand j'étais Premier ministre, parce que c'est moi qui ai fait, mon gouvernement qui a fait la loi sur le voile à l'école. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir une fermeté très claire pour dire que quand la République est en question, il faut pouvoir clairement faire le choix de la République. Et donc, je pense qu'il faudra aller plus loin dans certaines formes de prosélytisme. Et il est clair que les prêches en français seraient un moyen clair d'affirmer qu'en France, on parle français. Qu'on comprend que la diversité culturelle doit exister, mais compte tenu de la situation aujourd'hui, on a besoin que les musulmans comprennent qu'ils doivent participer à cette lutte républicaine pour éviter toutes les dérives et les déviances. Et je pense que c'est vrai de tous les partenaires, je dirais, d'une société aujourd'hui. Chacun doit contribuer à ce que la République soit renforcée. Et de ce point de vue-là, quand on a des imams qui sont menaçants, il faut pouvoir les renvoyer. Il faut pouvoir fermer des mosquées. Je pense que nous devons monter en fermeté de manière très significative, parce qu'aujourd'hui, les menaces sont réelles. Ça ne veut pas dire que tout musulman est une menace, bien au contraire, mais ça veut dire qu'on a besoin de ceux qui ne sont pas une menace pour lutter contre ceux qui sont des menaces. Romain Maznou, RCF. Sur des questions plus strictement politiques, vous soutenez Alain Juppé pour la primaire. Ça ne vous a pas échappé. Est-ce que, on le disait tout à l'heure, est-ce que vous ne sous-estimez pas le désir chez les Français de renouvellement du personnel politique, un renouvellement que pourrait incarner par exemple un Bruno Le Maire? Alors, je pense qu'il y a un vrai besoin de renouvellement. C'est clair qu'il faut changer beaucoup de choses
dans la vie politique qu'il y a beaucoup d'aspirations au renouvellement. Je ne nie pas du tout ce besoin de renouvellement. Ce que je sais par expérience, et vous vous en souvenez sans doute, que le besoin de renouvellement, il existe souvent 1 an avant l'élection. Je me souviens des Chevènements, je me souviens de Michel Noir, je me souviens de mon ami François Léotard, je me souviens de beaucoup de gens qui émergeaient 1 an avant les élections parce qu'on voulait du renouveau. Puis plus l'élection arrive, plus le choix se cristallise et plus la gravité de la situation s'impose. Moi, j'ai choisi Alain Juppé, d'abord parce que c'est mon adresse personnelle, c'était le plus giscardien des RPR. J'ai été avec lui au Parlement européen. Il a été mon Premier ministre, et on s'est très bien entendu. Il était le président du parti quand j'étais Premier ministre. Donc, mon adresse personnelle, ma maison, c'est Juppé. En plus, on est maintenant dans la même région, Aquitaine. Donc, c'est ma maison, c'est mon adresse, je suis venu à mon port d'attache. Mais si je le soutiens, c'est pas ça. C'est parce que je fais une prévision. Quelle sera la situation de 2017 ? Et je crois que cette situation sera marquée par la gravité. Et je pense qu'il faudra quelqu'un de solide. Et que ce qui comptera, c'est la solidité. Je pense que les 2 points, les 2 valeurs qui seront majeures, c'est le courage de la réforme, et ce sera l'éthique, je dirais l'éthique de la responsabilité, l'éthique de l'État, l'éthique d'une république. Et donc, il y a ces 2 éléments-là qui sont des éléments puissants. Et je crois que, vous savez, Max Weber faisait différence éthique de conviction, éthique de responsabilité. Je pense que la crise fera qu'on sera sur l'éthique de responsabilité. C'est-à-dire quelqu'un qui annonce des choses, mais surtout comment il est fait. Et la crédibilité, elle se fera sur le comment je le fais et quand je le fais. Et ce n'est plus le cas de Nicolas Sarkozy. Donc, je pense que Alain Juppé est celui qui répond le mieux à cette situation. Moi, je choisis Alain Juppé parce que je crois qu'en 2017, c'est la bonne réponse. La bonne réponse à un problème de la France. Les 2-3 idées fortes sur lesquelles il va bâtir son programme, ce sera quoi ? Vous souhaitez quoi ? Parce que pour l'instant, on ne perçoit pas bien son programme. Je pense que c'est une question d'un État fort, c'est tout ce qui relève du régalien pour la sécurité. C'est une politique de l'offre pour pouvoir régler la question de l'emploi le mieux possible, c'est-à-dire une politique pro-entreprise, et puis ce sont des réformes d'avenir qui préparent la société française à l'avenir, c'est-à-dire l'école, la préparation de la société digitale et un certain nombre de sujets de cette nature. Donc je pense que c'est la sécurité, l'emploi et l'avenir sociétal qui sont les 3 piliers de son action. Ce sera à lui de présenter tout cela, mais ce que je peux vous dire, ce qui comptera pour moi, c'est non pas le marketing de l'élection, c'est la capacité à crédibiliser les décisions. On va vouloir changer les seuils des entreprises. Quand ? Comment ? Ordonnance ? Référendum ? Session extraordinaire ? Décret ? Comment on fait ? À chaque fois qu'on annoncera une idée, comment et quand ? Ordonnance au référendum ? Je suis favorable à tous les moyens qui sont donnés pour faire l'essentiel avant le 1er novembre. Il faut qu'entre le 1er juin et le 1er novembre, on ait fait vraiment les réformes stratégiques qui inversent les conditions du redressement de la France. Très bien. Nous avons encore beaucoup de questions à vous poser, Jean-Pierre Raffarin, dans le domaine politique, mais aussi la politique étrangère. Et donc, nous allons marquer une première pause et nous nous retrouvons dans quelques instants. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec notre invité, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, qui est interrogé par Laurent de Boissieu pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazenot pour RCF. C'est Alain Baron qui pose la première question. Oui, pour rester sur le terrain politique, vous pensez que Nicolas Sarkozy ira jusqu'au bout de sa candidature ? Je ne parle pas que des affaires judiciaires, mais aussi de... Mais quand même, la question des affaires judiciaires est posée. Est posée aussi. Moi, je le pense. Je ne crois pas que les affaires judiciaires soient un frein, parce qu'il y a une sorte aujourd'hui de victimisation de Nicolas Sarkozy dont il tire profit. Donc ces affaires sont à la fois un handicap mais aussi un atout. Donc je suis très prudent sur toutes ces questions-là. Vous savez, quand on écoute la conversation d'un avocat avec son client, c'est une affaire qui choque beaucoup de gens. Hein. Ouais. Et donc je ne suis pas sûr que... Y compris les avocats et les bâtonniers. Voilà. Et je ne suis pas sûr que Nicolas Sarkozy souffre de cela. Donc le fond de l'affaire, c'est qu'il a très confiance en lui. Il a un fort potentiel, il connaît sa capacité de conviction, il connaît sa capacité de communication. Donc jusqu'au dernier moment, il pense qu'il peut retourner
la situation. Et donc, il est bien conscient d'une certaine forme de rejet, mais il pense qu'il peut retourner la situation. Donc, moi, je crois que s'il devait se retirer, il le ferait vraiment au dernier moment. Jusqu'au dernier moment, c'est mon pronostic, jusqu'au dernier moment, il va tout faire pour inverser la position qui est la sienne. Romain Bazenou, RCF. Deux questions. Est-ce que François Hollande, selon vous, est définitivement hors jeu pour 2017 ? Et est-ce que la présence de Marine Le Pen au second tour est acquise, selon vous ? Jean-Pierre Raffarin. Deux questions lourdes. Je pense qu'un président de la République n'est jamais exclu. La fonction présidentielle est telle, elle est tellement forte qu'elle pèse dans l'opinion publique, donc des circonstances, que la capacité qu'a le président à un moment ou à un autre de rassembler les Français, de pouvoir parler en leur nom, d'avoir une position centrale. Le général de Gaulle disait que le président de la République est l'homme en charge de l'essentiel, le président qui est en charge de l'essentiel ne peut jamais être exclu, l'essentiel n'est jamais exclu. Même aujourd'hui, même avec des sondages très même aujourd'hui, bas, on ne sait pas. Ce qui peut la fonction reste là. La fonction dans la Ve République, c'est une fonction énorme. Et donc, il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un qui est dans la fonction. Le nombre de gens qui m'ont dit en 97 que Jacques Chirac était exclu parce qu'il avait perdu la dissolution, je n'étais pas de cet avis. Et en 2002, il est président. Donc, je pense qu'il faut être là-dessus vigilant. Quant à Marine Le Pen, très franchement, je crois que la menace est vraiment réelle de la voir présente au premier tour. Je pense en plus que ce n'est pas exclu qu'elle puisse gagner le deuxième tour. C'est pas exclu pour vous. Ce n'est pas exclu, c'est peu probable, mais ce n'est pas exclu. Et qu'il nous faut. Il y a tellement de rejet contre le président que des gens par rejet peuvent être amenés à avoir des comportements qui sont surprenants. Vous sentez ça chez vous, à la base, sur le terrain ? Je pense qu'il peut y avoir un certain nombre de comportements de cette nature. Et je regrette beaucoup que le pouvoir n'ait pas mesuré dans ces circonstances qu'ont été les événements du 13 novembre et ce début décembre avec les élections régionales, avec le Front National qui était l'élément déterminant de ces élections régionales, qu'on n'ait pas compris que c'est là qu'il fallait globaliser les choses, sécurité et emploi, pour vraiment essayer d'avoir une politique cohérente, notamment qui concerne la puissance de la politique, et c'est-à-dire le dossier du chômage. Car le président qui annonce qu'il inverse la courbe et qui, 4 ans après, ne l'inverse toujours pas, c'est une question de puissance de la politique. Et ça, moi, je pense qu'on avait intérêt à tous travailler dans cela. Parce que dans le passé... Tous ensemble. Tous ensemble. Oui. Dans le passé, quand la gauche était faible, ça profitait à la droite. Quand la droite était faible, ça profitait à la gauche. Quand il y avait des manifestations, comme il y a des manifestations, les opposants se disaient, tiens, les manifestations, c'est bon pour nous. Aujourd'hui, je crois qu'on n'est plus dans ce schéma-là. Quand la gauche est faible, ce n'est pas la droite qui en profite, c'est le Front National. Tout le monde est disqualifié. Et je pense qu'on risque la disqualification collective. Et donc, je pense que ce qui compte, d'abord et avant tout, c'est de recrédibiliser la politique, la capacité à agir. Il n'est pas trop tard ? C'est tard. Mais quand même, sur la question de l'emploi, la situation est grave. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont à faire. Il faut vraiment une politique pro-entreprise. Ce qui est assez désolant, c'est que Emmanuel Macron, il a le bon discours. Il a le bon discours. Il a le bon discours. Et donc aujourd'hui, on a à l'intérieur du gouvernement des lignes qui sont des lignes positives. Donc je pense qu'il y a un travail à faire. Et ce travail, naturellement, ça aurait été mieux de le faire il y a 2 ans ou il y a 3 ans. Mais parce qu'on n'aura pas des résultats tout de suite. Mais de toute façon, il faut bien se dire qu'il n'y a pas de cohésion sociale avec un niveau de chômage de cette nature. Le gouvernement peut encore agir sur le chômage alors qu'il y a 1 an avant la présidentielle ? Il peut toujours agir. Il n'aura pas forcément les résultats qu'il peut souhaiter pour le court terme. Mais je pense qu'il n'est jamais trop tard pour agir pour l'emploi. Parce que, vous savez, on parle des jeunes. Aujourd'hui, ils sont dans la rue. Mais quel est le levier de l'intégration des jeunes ? Il n'y a pas d'intégration sans emploi. C'est l'emploi qui fait la cohésion sociale. S'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de cohésion sociale. Il y a des tensions. Et si vous ajoutez de l'extrémisme, vous y trouverez de la violence. Donc si on veut une forme de cohésion sociale, une forme de paix sociale, il faut faire de l'emploi la priorité nationale. Et là, depuis un certain temps, on n'a pas le sentiment que le gouvernement fait de l'emploi sa priorité nationale. Le président de la République nous annonce une politique de l'offre, eh bien, je ne la vois pas vraiment venir, et ça, c'est dommage. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Pour revenir aux primaires, en un mot, les centristes de l'UDI ont souhaité ne pas participer
Vous le regrettez? Vous avez dit que votre maison c'était Juppé, mais votre maison natale, c'est Laurent l'UDF. Boissieu. Oui. Anti-libéral, Oui. mais plus l'UDI. Mais ma maison est l'UDF, et c'est pour ça qu'elle a bien aimé toujours Juppé, parce que c'était le RPR compatible. Donc, c'est tant qu'à avoir un RPR, puisqu'aujourd'hui, on nous propose quand même plutôt une carte RPR. Tant qu'à avoir un RPR, je prends le RPR UDF compatible. Je vous dirais que ça, ce sont des schémas anciens. anciens. Oui. Donc, on laisse Mais de on vous côté. comprend, on vous comprend. Mais comme vous êtes des historiens de la politique, vous connaissez ça, même si votre âge ne vous permet pas d'avoir connu ça. Et l'essentiel, c'est donc de se dire que les centristes doivent participer. Je pense que ce n'est pas forcément une question de parti, c'est une question d'électeurs. Et ce qu'il faut, c'est que les électeurs centristes participent. Et donc que tous ceux qui sont non encartés, vous savez qu'aujourd'hui, ce n'est pas les adhérents des partis politiques qui ont la plus grande représentativité en termes de nombre. Donc ce qui compte, ce sont les électeurs. Donc ce que je souhaite, c'est que les électeurs puissent participer et qu'au-delà des partis, il y ait vraiment un appel général à tous les républicains de la droite, du centre et des indépendants. C'est trop tard pour l'UDI, selon vous? Est-ce que c'est trop tard pour que l'UDI participe à la primaire? Non, c'est pas trop tard. L'UDI, probablement, a des objectifs de négociation pour avoir son groupe parlementaire pour la suite. Et donc ça discute encore. Et il y a des rapports de force qui s'expriment à l'intérieur des centristes. Donc le centre a toujours été fertile en négociation. Donc je suis habitué à ça. Et je ne suis pas surpris que le centre négocie. Donc ça, ce n'est pas forcément inquiétant. Ce qui compte, c'est que parmi ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas républicains, qui ne sont pas centristes, mais qui sont des électeurs de la droite et du centre, que ces gens-là aient envie de participer au choix du candidat. Où est la limite, Jean-Pierre Raffarin? Est-ce que les déçus de la gauche, est-il souhaitable qu'ils participent à cette élection primaire, et même est-il souhaitable que les élus déçus de la gauche parrainent les candidats à la primaire, puisque c'est un débat au sein de votre parti? Ça a été tranché. D'abord, il faut que les déçus de la gauche, on les accueille. Je ne vois pas comment, quand on a perdu une élection en 2012, on gagne en 2017, si ceux qui étaient la majorité en 2012 ne changent pas en partie d'avis, parce que s'ils ne changent pas d'avis, on a perdu. Donc, par définition, c'est pour ça, quand je vois de l'ostracisme sur mon ami François Bayrou, je trouve ça absurde. Je ne suis pas d'accord avec ce que François Bayrou a fait en 2012, mais il n'empêche qu'on a plutôt besoin de lui en 2017, et que ce qui compte, c'est comment on participe à l'avenir de la France, et pour ça, ceux qui sont des déçus de Hollande sont les bienvenus. Ce que je crois, c'est qu'on peut très bien signer, si on est un déçu d'Hollande, la charte telle qu'elle est présentée, puisqu'elle engage sur des valeurs. Et donc, je ne vois pas de grande différence quant aux valeurs. Et donc, ce qui n'était pas souhaitable, c'est d'aller chercher des socialistes encartés, des gens qui, à un moment ou à un autre, auraient pu, par calcul, dire je vais jouer tel ou tel jeu à l'intérieur des Républicains, parce que ça permettra telle ou telle opportunité donc, pour à moi. l'infiltration des parrainages. Voilà, donc ça je pense que puisqu'on traite l'électeur comme le parrain de la même façon, ça ne me paraît pas gênant. D'accord. Romain Masneau, RCF. Vous évoquiez tout à l'heure la mobilisation contre le projet de loi El Khomri. Est-ce que ce projet de loi, tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire très allégé par rapport à la version initiale, est-ce que vous pourriez le voter ? Nous allons l'enrichir, parce que le Parlement, c'est aussi d'enrichir les textes. Donc nous, on l'a déjà fait sur la loi Macron. On a un certain nombre de propositions. Je pense, j'en parlais tout à l'heure, les seuils sociaux. Je pense qu'il faut doubler les seuils. Nous l'avons déjà voté au Sénat. On va le remettre dans la loi El Khomri très probablement. On va remettre un certain nombre d'amendements. Donc on va rendre ce texte assez fort pour l'emploi. Donc si le gouvernement est sage, il pourrait prendre les amendements du Sénat. Donc c'est ça le parlementarisme. Et on a deux chambres qui doivent participer à l'amélioration des textes. Donc je pense que le premier texte était meilleur que le second, mais le troisième, qui sera celui qui sortira du Sénat, à mon avis, sera meilleur. Donc si le gouvernement veut nous suivre, il y a des opportunités à faire des choses utiles. Alain Baron, RCF. Oui. Pardon, Radio Notre-Dame. Allez, Alain Baron. Vous êtes sénateur, vous avez été élu local, vous connaissez bien le terrain et le terroir, si je peux dire. Beaucoup de maires se plaignent d'avoir leurs finances étranglées. Comment sortir de cette situation? Jean-Pierre Raffarin. Si vous voulez, il faut faire des économies, mais naturellement, il faut faire ça avec discernement. Et pour ça, il faut faire des réformes. Si on ne fait pas de réformes, on coupe les robinets à l'aveugle. Et c'est ce que fait actuellement le gouvernement. Le gouvernement coupe les robinets à l'aveugle. Quand vous voyez la difficulté du secteur du bâtiment et du logement sur le terrain,
Quand vous regardez qui est aujourd'hui acteur principal du bâtiment et du logement, très souvent ce sont des artisans, des petites entreprises, des gens qui ne vont pas se délocaliser, des gens qui souffrent en silence parce qu'ils avaient 3 ouvriers, aujourd'hui ils n'en ont plus que 2, demain ils n'en auront peut-être plus qu'un. Donc ça ne fait pas la une des journaux, mais ça fait de l'emploi qui part. Et ça, c'est vraiment assez grave. Pour cela, souvent, la commande publique de la collectivité locale est un besoin important, parce qu'il faut des vestiaires au stade, parce qu'il faut aménager telle rue pour la sécurité, tel carrefour. Donc il y a un certain nombre de choses qui font travailler, qui sont utiles en termes de réalisation et qui font travailler le bâtiment et le secteur. Donc je pense que couper les crédits comme ça, c'est couper la commande publique et c'est, je pense, un problème. Mais pour ça, il faut faire des réformes, faire des économies. Si on ne fait pas des économies, par exemple sur la vingtaine de milliards que coûtent les 35 heures, si on ne fait pas des économies, par exemple avec des indemnités en matière de chômage dégressives, si on ne fait pas des économies sur cette nature et qu'on garde la dépense publique, à ce moment-là, on coupe à l'aveugle. Et coupant à l'aveugle, on fait des injustices. Et beaucoup de maires sentent l'injustice. Jean-Pierre Raffarin, est-ce que certains pointent le fait que les collectivités locales et territoriales ont surembauché, ont gonflé leurs dépenses ? Est-ce que ça correspond à la réalité pour vous ? C'est peut-être vrai dans un certain nombre de cas. Donc c'est vrai qu'il y a des responsabilités qui ne sont pas toujours bien assumées, mais au total quand même, je pense que les collectivités locales, si vous regardez la situation des lycées ou la situation des collèges, on a une situation qui est plutôt une situation satisfaisante et c'est grâce à la décentralisation. Donc je pense que l'État qui ne gère pas très bien un certain nombre de services ferait mieux de confier tout ça à des collectivités locales. Je vous prends un exemple. Est-ce qu'il faut que Pôle emploi soit une structure nationale ? Qui est aujourd'hui acteur de la politique de l'emploi principalement ? Qui donne des aides aux entreprises ? Qui s'occupe du haut de bilan ? Qui s'occupe de l'apprentissage ? C'est le Conseil régional. Qui fait la politique aujourd'hui des zones industrielles, qui aide à l'innovation ? C'est le Conseil régional. Que le Conseil régional est la responsabilité du développement économique, mais aussi de l'emploi. Et donc que Pôle emploi régionalement soit sous l'autorité du président du Conseil régional. Donc je pense que la décentralisation qui marche en Espagne, qui marche en Allemagne, qui marche dans bien des pays, aujourd'hui ne marche pas suffisamment en France. On reste dans des systèmes qui sont congestionnés par le haut. Notre État est congestionné parce que tout remonte au pouvoir central et le président de la République est responsable de tout et on le voit, il est un peu asphyxié. Laurent de Boissieu-Lacroix. Pour faire ces réformes, tout à l'heure, vous aviez évoqué une idée d'union nationale, mais un peu thématique, plutôt une majorité d'idées. Alain Juppé, j'en suis navré pour vous, parce que vous étiez le Premier ministre de Jacques Chirac après 2002, a dit qu'il ne ferait pas comme Jacques Chirac en 2002, sous-entendant qu'il ferait une majorité, une grande coalition de Valls à Sarkozy. Il ne le dit pas comme ça, mais c'est ça l'idée. Est-ce que c'est ça demain qu'il faut faire pour réformer la France ? Nous le verrons, c'est trop tôt pour en parler, mais il est clair qu'il y a beaucoup d'interprétations sur 2002. En 2002, Jacques Chirac n'est pas du tout convaincu que nous allons gagner les élections législatives. Il me demande d'ailleurs, comme première mission, de gagner les législatives. Il me dit, très probablement, les socialistes vont gagner. Les socialistes n'ont pas eu leur candidat au second tour. M. Jospin a été éliminé. M. Jospin, dignement, s'est retiré. Et donc, le président de la République de l'époque pense que les socialistes qui n'ont pas eu leur candidat à la présidentielle vont, aux législatives, apparaître comme ayant une forme de légitimité populaire. Et on a choisi un président à droite, puisque les socialistes ont voté pour la présidente à droite, c'est maintenant le tour des socialistes aux législatives. Donc c'était le schéma vers lequel on pouvait aller. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai gagné les législatives, et beaucoup plus que prévu, puisqu'on a eu une chambre bleu horizon. Et donc, on avait là une très forte majorité. Et après, naturellement, avec une forte majorité, vous ne pouvez plus faire des changements de périmètre de majorité. Donc, ce sont des paramètres dont il faut tenir compte. Mais je trouve que l'analyse qu'a Alain Juppé est une analyse que l'on peut tout à fait comprendre, à laquelle j'adhère volontiers. Là, simplement, les choses que je dis, c'est que si on est dans ce type de situation, il faut tenir compte des législatives, parce qu'après les législatives, les choses sont bouclées. Vous êtes potentiellement ouvert, suivant les résultats des élections législatives, à une grande coalition de Valls à Sarkozy. Les socialistes aujourd'hui, on a beaucoup de choses à dire sur eux. Et très franchement, ne me faites pas dire ces choses-là, parce que je ne suis pas très doué en politique, mais quand même, dire aujourd'hui qu'on voudrait s'allier avec les socialistes, c'est pas très vendeur. Peut-être Emmanuel Macron. Parce qu'ils sont. Emmanuel Macron, il est venu devant la Commission des Affaires étrangères avant-hier. Que vous présidez. Et je l'ai écouté. J'étais d'accord avec 99,99. À ce point-là.
Ah oui. À ce point-là. Ah oui, d'ailleurs, D'accord. c'était assez amusant. Il y avait la droite et il y avait la gauche. Les premières questions venaient toujours de la gauche. Parce Oui. qu'au fond, il y avait une interpellation sur la gauche. Mais il est brillantissime, Oui. il faut le reconnaître. Et son discours est au fond un discours qui est peut-être un discours rassembleur. Tout le problème du Parti socialiste, c'est le passage à l'acte. C'est ça. Donc on verra. Donc qu'il y ait des mouvements. Mais je pense que ce que doit faire Alain Juppé, ce ne sont pas des combinaisons politiques, c'est un programme très clair qui est annoncé, qu'est-ce que je fais, notamment dans les 6 premiers mois, et ceux qui sont derrière ce programme sont les bienvenus. Mais ce n'est pas je négocie des programmes et je bricole. Si Alain Juppé est pour moi la bonne réponse, c'est qu'Alain Juppé a au fond de lui-même la fermeté pour affronter une situation difficile. Donc un projet validé par les Français, qui accueille tous ceux qui veulent soutenir le projet, mais pas de négociation sur le projet pour continuer ce qui a été quelquefois le cas, c'est-à-dire une forme de négociation qui conduit à l'impuissance. Très bien, nous allons marquer une deuxième pause dans cette édition de Face aux chrétiens avec notre invité Jean-Pierre Raffarin. Nous avons encore beaucoup de questions à lui poser, notamment dans le domaine de la politique étrangère, puisqu'il préside la Commission des affaires étrangères du Sénat. A tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour Face aux chrétiens avec notre invité Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre et sénateur LR de la Vienne. Il est interrogé par Laurent de Boissieu pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazenot pour RCF. Romain Mazenot pose la première question. Alors, est-ce que l'accord entre l'Union européenne et la Turquie, avec le renvoi de tous les nouveaux migrants arrivant en Grèce vers la Turquie, est-ce que c'est vraiment la solution à la crise migratoire ? Jean-Pierre Raffarin. Je pense que c'est une partie de la solution, mais ce n'est pas la solution. Il y a un sujet très important avec la Turquie. La Turquie, nous avons besoin d'elle pour traiter la question des réfugiés. La Turquie nous inquiète quand, dans notre combat commun au Levant, elle privilégie le dossier kurde sur le dossier de Daesh. Et la Turquie nous préoccupe quand on voit son évolution intérieure. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire que la Turquie a amélioré sa situation par rapport aux critères de Copenhague, c'est-à-dire aux capacités d'adhésion. Donc on voit bien qu'on ne peut pas aujourd'hui, du point de vue français, accepter l'idée d'une adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Mais on voit bien qu'on a besoin d'un accord avec la Turquie. C'est d'ailleurs ce que nous avons dit à plusieurs reprises, et ce que disait le président Chirac, il faut un accord avec la Turquie. Ça fait 15 ans qu'on entend ça, justement. Oui, mais c'est justement, on a les circonstances aujourd'hui. Et ce que je regrette, c'est qu'on n'entende pas la diplomatie française sur ce sujet. Car là est le sujet. Aujourd'hui, on devrait négocier un grand accord avec la Turquie, qui ne soit pas un accord dans la perspective de l'Union, mais un accord de voisinage. Et ce n'est pas du tout ce que veut le nouveau sultan voilà. Erdogan. Il veut l'adhésion. Voilà. Et donc, je pense que c'est là où on devrait entendre la voix de la France. Parce qu'on ne peut pas se laisser imposer une négociation par Bruxelles. Ce que je n'aime pas aujourd'hui, dans la diplomatie française, c'est qu'on nous parle de l'Europe comme si l'Europe, c'était les autres. L'Europe, c'est nous. L'Europe, on est autour de la table, mais à condition qu'on se fasse entendre. Et donc, moi, je pense qu'il faudrait dire clairement aujourd'hui, nous voulons un accord avec la Turquie qui n'est pas un accord d'adhésion, qui est un accord de voisinage. Et cet accord-là, nous le bâtissons sur un certain nombre de principes. Donc, et il faut essayer d'avoir un rapport de force. Parce que le plus ridicule dans lequel nous pourrions nous trouver, c'est qu'on dénégocie une adhésion dont on ne veut pas, et qu'au dernier moment, les Turcs nous disent non. On prend ce qu'on ne veut pas prendre, mais on n'adhère pas. Et ça, c'est toujours possible. Sur les migrants, vous n'avez pas vraiment répondu sur la partie migrants. On les accueille, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Non, ce que je pense, c'est qu'à partir de ce moment-là, il faudra, dans l'accord, avoir un accord quant au visa. Aujourd'hui, dans les négociations, on peut laisser penser que cet accord se ferait sans visa. Donc je pense qu'il faut naturellement nous maîtriser la politique européenne et que cet accord doit intégrer la vision que nous avons, nous, de ce que nous appelons le Schengen 2, c'est-à-dire d'une politique européenne de l'accueil. Je pense qu'il faut accueillir. Nous devons accueillir un certain nombre de réfugiés. Mais nous ne pouvons pas accueillir tous les réfugiés, nous ne pouvons pas aujourd'hui accueillir toute la misère du monde, c'est clair. Donc nous avons besoin d'une politique quantifiée. Je pense que cette politique quantifiée a un préalable, c'est que les frontières de l'Europe soient protégées et que l'accord avec la Turquie intègre cette protection. Ensuite, naturellement, il nous faudra intégrer un certain nombre de réfugiés. Et là, je pense que si nous avons la politique européenne, nous pouvons avoir une politique de quotas. Vous savez, moi, je recommande
qu'on regarde bien le Canada. Parce qu'on peut penser que ce sont des rêves. Je veux dire, regardons bien le Canada. Et que ce que fait le Canada, je trouve que ce serait un bel exemple de ce qu'on peut faire. Mais le tout dans une politique cohérente. Le tout dans une politique cohérente. Et quand on accueille bien. Mais on accueille pour insérer. On n'accueille pas pour la superficie des choses, pour se donner une bonne image ou pour simplement gagner les prochaines élections. On accueille pour intégrer. Et donc, on choisit celui qu'on accueille pour savoir s'il peut s'intégrer. Juste une précision sur la Turquie. Vous avez évoqué les visas. La Turquie demande la liberté des visas, en fait, pour rentrer en Europe. Quelle est votre position là-dessus ? Je suis réservé. Réservé. Je pense qu'il nous faut un accord beaucoup plus global que cela. Ok. Non, la Turquie, il y a la Syrie. Certains parlementaires des Républicains étaient ce week-end à Damas. Il faut parler avec Bachar al-Assad ou pas ? Je pense que ce n'est pas forcément aux parlementaires français de parler avec Bachar el-Assad, mais il faut naturellement parler avec le pouvoir syrien pour la sortie de crise. Pour les parlementaires, moi je ne suis pas contre la diplomatie parlementaire, mais à condition qu'elle soit à l'initiative du Parlement, dans un cadre bien défini, avec des responsabilités de la Commission. Par exemple, nous, au Sénat, nous avons fait un séminaire de travail avec la Commission des Affaires étrangères du Conseil de la Fédération de Russie. On a écrit un rapport sur la Russie qu'ils ont traduit en russe et dont ils ont débattu. Ils sont venus nous apporter leur réponse à notre rapport. Donc mais on fait ça dans le cadre d'un travail parlementaire, avec l'accord du président du Sénat, avec l'accord des groupes politiques, et donc on fait quelque chose de responsable. Ce n'est pas l'exécutif, c'est le Parlement. Mais c'est autre chose que de participer à des actions qui sont montées par le pouvoir syrien, quelquefois, et en l'espèce sans doute, pour la communication du pouvoir syrien. Et donc là, je pense que c'est d'un autre domaine. Vous avez été surpris ? Non, parce que ça avait déjà eu lieu. Oui, mais ce que je crois, c'est qu'il faut clairement, aujourd'hui, participer, et là il faut que la France soit plus présente sur ce sujet, il faut participer à la négociation concernant la sortie de crise, car nous pensons que la sortie de crise, naturellement, elle doit se faire en tenant compte de l'État syrien aujourd'hui et des amis de Bachar el-Assad. Mais pour nous, la position du gouvernement et la nôtre, c'est la position de dire que nous ne voyons pas à moyen terme la Syrie toujours gouvernée par Bachar el-Assad. Donc il faut avoir une période de transition et c'est cette transition qu'il faut mettre en place. Et donc là, je pense notamment avec les Russes, parce que dans cette situation nouvelle du Levant, je pense qu'il y a plusieurs questions qui sont apparues, mais on a vu le retour de la Russie. Le retour de la Russie au premier. La Russie s'était quelque peu disqualifiée avec l'affaire de Crimée, et la Russie revient au centre des affaires du monde aujourd'hui, à cause un peu du retrait d'Obama d'une part, d'une campagne américaine assez peu crédible d'autre part, et puis au fond d'un dialogue entre Russes et Russie avec M. Kerry, qui est quelque part une façon aussi de conforter la Russie. Moi je pense que la politique de la France doit revenir à l'équilibre. Nous avons été beaucoup trop axés sur les États-Unis. Nous revenons à la tradition de la politique étrangère de la France et avoir avec la Russie un dialogue approfondi. Ça, c'est ma première conséquence sur ce qui se passe sur le Levant. La deuxième conséquence qui est très importante pour nous, c'est qu'aujourd'hui, on constate que Daesh recule, notamment grâce à l'intervention des Russes. Oui. Daesh recule. Mais quand Daesh recule, quand nous prenons des richesses à Daesh, des puits de pétrole, qu'est-ce qu'ils font Daesh ? Ils vont à ce moment-là les chercher ailleurs, et notamment en Libye. Or, la manière dont nous serons concernés à l'avenir par une crise libyenne, peut-être une crise tunisienne, avec une frontière entre la Libye et la Tunisie extrêmement difficile, je pense que là est le sujet de notre prochaine crise. Attention à la Libye, c'est ça que vous dites. Là est le sujet de notre prochaine crise. Et là, sur ce sujet, je ne parle pas d'intervention, parce que nos amis tunisiens sentent cela comme une menace s'il y avait un déferlement. Mais je pense qu'il faut travailler avec la démocratie tunisienne, parce que c'est la démocratie tunisienne qu'il faut protéger. Dans toute cette crise, l'intérêt de la France, il est d'abord là, de protéger la démocratie tunisienne, de voir avec elle comment on peut anticiper toutes les difficultés qu'il peut y avoir aujourd'hui avec la Libye. Donc pour cela, je pense que vraiment la France doit avoir deux lignes en politique étrangère qui ne sont pas suffisamment développées aujourd'hui. Une ligne d'indépendance et deuxièmement une ligne où sont les intérêts essentiels
de la France. Les intérêts essentiels de la France sont sur ce qui se passe au Maghreb et notamment en la circonstance sur ce qui peut se passer en Tunisie, peuple frère, peuple ami, démocratie naissante, qui est une cible terrible pour Daesh et que nous devons conforter. Laurent de Boissieu, La Croix. Quel rôle et quel lien doit-on avoir avec les monarchies du Golfe, notamment l'Arabie saoudite sunnite? Qu'est-ce que ces pays-là jouent comme rôle, selon vous, dans la progression de l'islamisme, voire de Daesh? Jean-Pierre Raffarin. Je pense qu'ils sont en train beaucoup d'évoluer. Je crois que l'Arabie saoudite a été assez déçue par l'attitude des Américains qui, confortant l'Iran d'une part, ont affaibli l'Arabie saoudite d'autre part et par conséquence. Et donc l'Arabie saoudite a adressé des messages de sympathie à la France et le président de la République y a répondu fortement. Je pense que là aussi, nous devons respecter l'équilibre. C'est-à-dire que nous ne devons pas avoir des relations avec l'Arabie saoudite qui seraient des relations qui excluraient une bonne relation avec l'Iran, qui revient autour de la table des nations du monde. C'est un équilibre très difficile. C'est un équilibre, mais c'est ça la France. Oui, c'est ça la France. Hein. Et je pense que c'est ça notre stratégie. Une politique indépendante, mais aussi les intérêts de la France. Et de savoir où sont les menaces pour la France. La menace pour la France, première, c'est si le peuple tunisien est menacé. C'est là notre première menace. Nous avons naturellement le terrorisme Daesh à combattre, mais Daesh, il est partout. On le voit au Pakistan, on le voit au Levant, on le voit aujourd'hui en Afrique avec ses différents alliés. Donc notre lutte contre Daesh doit aussi identifier bien nos points géographiques d'intérêt. Donc je pense que c'est le Maghreb qui est un sujet très important pour nous. Pour le reste, je crois que ce qu'il faut bien admettre comme idée, c'est que ce qui se passe aujourd'hui en politique étrangère en France devrait être plus actif et on devrait engager la voix de la France de manière plus forte. Car le retrait des États-Unis, y compris sur l'Arabie saoudite, crée une sorte de vide oui. dans lequel s'engouffre aujourd'hui la Russie. Et donc on sent que la France manque dans ce sujet. Donc la politique étrangère de la France manque de vigueur sur ce plan. Une dernière question très brève pour une réponse brève. Romain Mazneau, RCF. Vous avez eu l'occasion d'exprimer récemment vos inquiétudes quant à l'évolution de la démocratie américaine, avec notamment les bons scores de Donald Trump aux primaires. Est-ce que ce risque de populisme en France, il est surtout du côté du Front National, ou est-ce qu'il peut y avoir des tentations aussi au sein de votre propre parti, les Républicains? Jean-Pierre Raffarin. Je pense que le populisme est toujours une menace. Je pense que à l'intérieur de mon propre parti, les valeurs républicaines nous protègent d'une dérive. Mais il faut faire très attention au langage. Et puis il y a toujours des gens qui pensent qu'on combat une idéologie en courant derrière. Je pense qu'on combat en s'opposant, on ne combat pas en essayant de récupérer. Donc je pense non, c'est un vrai sujet de stratégie politique. Je crois que le combat, il se fait en combattant. Et donc c'est un point très important. Ce qui est inquiétant, c'est que Trump a un succès réel aux États-Unis aujourd'hui. Ça nous montre un peu que cette première grande puissance du monde, elle a ses fragilités. Mais très franchement, ce qui est très préoccupant, c'est que le monde entier aujourd'hui est tenté par le populisme. Parce qu'on voit bien le populisme en Russie, on voit bien le populisme dans tous les pays. Et donc, on voit qu'on a beaucoup de régimes autoritaires qui reviennent sur le devant de la scène. On voit que les démocraties aujourd'hui doivent se sentir très menacées par le populisme. Hein, parce que ce sont les démocraties qui sont les plus fragilisées. C'est la vieille démocratie à l'occidentale qui est menacée. Et donc ça, je pense qu'il nous faut réfléchir sur ces questions. Parce que quand je vois combien les démocraties sont peu attentives au moyen terme, au long terme, alors que les régimes autoritaires peuvent l'être, qu'il y a un certain nombre de sujets, je pense que c'est notre démocratie, la démocratie, qu'il faut défendre en inventant des formes plus vivantes de démocratie si on veut résister à un monde où naturellement les régimes autoritaires vont pouvoir gérer le populisme, mais le populisme, lui, il peut fragiliser sérieusement la démocratie. Et la démocratie américaine qui tomberait dans des bras populistes, c'est quelque chose pour l'équilibre du monde qui serait très menaçant. Très bien, merci à vous, Jean-Pierre Raffarin, c'était votre dernier mot. Merci beaucoup donc à notre invité Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre et président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. La semaine prochaine, nous aborderons également les questions de politique étrangère puisque notre invité sera Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères. Merci à vous tous de votre fidélité. Vous pouvez évidemment retrouver cette édition de Face aux Chrétiens et toutes celles qui l'ont précédée sur les sites respectifs de La Croix, KTO, Radio Notre-Dame et RCF. Merci beaucoup à vous tous de votre fidélité. À la semaine prochaine. Merci.